Les Ukrainiens sont en train de stabiliser le front au sud de Pokrovsk. Ça peut paraître contre-intuitif compte tenu de la séquence diplomatique que l'on est en train de vivre, mais ces derniers jours, on a assisté à quelques succès très localisés du fait des Ukrainiens autour de la ville. Ce qui fait que l'on peut presque se poser la question de savoir si les Russes sont en train d'abandonner la capture de Pokrovsk comme objectif prioritaire, sachant qu'ils ont déplacé une partie de leurs troupes vers Konstantinivka et qu'ils augmentent la pression sur les positions ukrainiennes dans l'oblast de Koursk en Russie. Ce sont des évolutions du front qu'il faut noter puisqu'elles pèseront dans la balance d'un futur cessez-le-feu. Bonjour à tous, c'est Sébastien et bienvenue dans cette vidéo où je fais un bref point sur ces évolutions sur le front et aussi sur la réorganisation des forces armées ukrainiennes dans un contexte diplomatique, on le sait, qui est à la fois intense mais aussi très mouvant, avec beaucoup de déclarations et beaucoup de déclarations contradictoires. Là, ce qu'on a appris hier, c'est que les Américains et les Ukrainiens se seraient entendus pour signer un accord sur l'exploitation des ressources minérales en Ukraine et que Volodymyr Zelensky serait attendu à Washington dès ce vendredi 18 février pour procéder à la signature. Mais on n'a pas encore les détails de cet accord, à part certaines hypothèses qui ont été rapportées par des médias. Pour l'instant, on n'a rien d'officiel, et notamment sur les garanties de sécurité auxquelles Volodymyr Zelensky tenait tant, mais que les Américains n'étaient pas disposés à lui offrir dans un premier temps. Pareil, dans cette séquence diplomatique, on a vu Emmanuel Macron à Washington qui a tenté de ramener Donald Trump dans le giron occidental. Il y a eu beaucoup de déclarations et d'échanges d'amabilité, mais si les deux hommes ont décidé de quelque chose de concret, eh bien on n'en sait rien pour le moment, et notamment en ce qui concernerait des garanties américaines pour soutenir une force de maintien de la paix européenne. Et plus fondamentalement, il est très peu probable que le Français a réussi à convaincre l'Américain de sortir de sa matrice, c'est-à-dire discuter directement avec les Russes des grandes affaires du monde, au détriment des Ukrainiens et sans les Européens. Donald Trump, on le voit, il est à la fois très constant dans cette démarche, mais il est aussi très flou dans ses déclarations qui vont un peu dans tous les sens. Et ce flou, il a aussi été épaissi par l'annulation de la seconde session de négociations entre les États-Unis et la Russie, qui devait se tenir hier mardi à Riyad en Arabie Saoudite, et qui finalement est reportée à demain jeudi à Istanbul en Turquie. Pourquoi ce délai? Qu'est-ce qui a cloché? Est-ce que c'est l'Ukraine qui a constitué une pierre d'achoppement ou un autre aspect des relations entre les États-Unis et la Russie? Là, on est vraiment dans le brouillard de la guerre et la seule chose qui reste sûre, c'est que les Américains sont à la manœuvre, de concert avec les Russes, que les Européens tentent de se raccrocher aux branches pour l'instant sans grand succès et que les Ukrainiens tentent de s'adapter aux circonstances très changeantes tout en essayant de comprendre à quelle sauce ils vont être mangés. Et ensuite, ils décideront s'ils veulent être mangés ou non, dans le sens où ce seront eux à la fin qui devront décider d'accepter ou de refuser un deal américano-russe. L'Ukraine conserve sa souveraineté, l'Ukraine conserve une volonté propre et l'Ukraine conserve des capacités militaires. Et c'est ce qu'on voit sur le front de Pokrovsk, puisque vous le voyez sur cette carte, les zones en bleu, ce sont les zones qui ont été reprises par les Ukrainiens ces 10 derniers jours. C'est très localisé, ça ne va pas changer le cours du conflit, mais ça montre que les Ukrainiens peuvent encore prendre des initiatives sur le champ de bataille, ça soulage Pokrovsk et ça permet de consolider quelques positions de défense. Ça vaut aussi le coup de le souligner puisque des zones reprises par les Ukrainiens sur des cartes militaires, on n'en voit pas beaucoup ces temps-ci. Il faut replacer ces avancées dans le contexte de la réorganisation des forces armées ukrainiennes, donc sous l'impulsion du général Mikhailo Drapati, j'en avais déjà parlé ici dans cette vidéo, mais aussi d'un passage de système de brigade à un système de corps qui a déjà entamé une restructuration des forces armées. On ne sait pas encore à quel point ça peut influer sur l'effort de guerre ukrainien ni quand, mais en tout cas c'est un processus qui est déjà à l'œuvre. Il y a aussi eu ces dernières semaines, je le mentionne en passant, l'introduction de contrats spéciaux et avantageux pour les jeunes entre 18 et 25 ans, et ça a déjà motivé environ 10 000 candidatures, mais ça c'était vraiment pour répondre à une demande américaine très insistante, et c'est un changement à la marge qui ne va rien changer à la situation sur le champ de bataille, en tout cas pas dans un futur proche. En tous les cas, ce qu'il faut voir, c'est que tout cela rentre dans une logique à Kiev de consolidation des forces armées sur le moyen et long terme, et qui s'accompagne d'un renforcement structurel des capacités industrielles de production d'armement en Ukraine. Et ça, on a vu que 2023 et surtout 2024 ont marqué une montée en puissance de cette industrie de l'armement. L'idée qui domine ici à Kiev et qui ressort aussi des déclarations de Volodymyr Zelensky, c'est que l'Ukraine ne va pas gagner la guerre dans les circonstances actuelles, mais il
il faut que le pays et ses forces armées soient prêts à saisir des opportunités si elles se présentent dans le moyen et le long terme. Donc toujours en partant du principe qu'un cessez-le-feu, ça n'est pas la paix. Bon, maintenant je vais parler du côté russe, parce que ce que j'ai dit jusqu'à présent, ce n'est pas du tout pour dire que les Ukrainiens ont repris l'initiative sur le champ de bataille, on n'y est vraiment pas, et ce sont bel et bien les Russes qui mènent la plupart des offensives sur les fronts. Donc tout juste au sud de Pokrovsk, ils viennent tout juste de résorber une poche ukrainienne qui était à l'ouest de Kurakhove, et pour ce faire, ils ont pris en fait à revers une ligne de fortification ukrainienne qui était orientée vers le sud, mais eux sont arrivés depuis l'est. Et d'après les analystes de The Institute for the Study of War, les Russes ont tout de suite déplacé une partie des troupes qui étaient dans cette poche près de Kurakhove pour les amener dans le secteur de Toretsk et de Tchassivyar. Et à partir de là, l'objectif c'est de pousser leur avantage vers Konstantinivka, qui est la pointe sud d'une conurbation fortifiée ukrainienne qui comprend Konstantinivka, Druzhkivka, Kramatorsk et Slaviansk. Ça, on voit très bien le but de la manœuvre, mais d'une part, ça pourrait vouloir dire qu'ils relâchent leurs efforts offensifs sur Pokrovsk, ce qui a aussi permis les avancées ukrainiennes, mais d'autre part qu'avant de s'attaquer à Konstantinivka, eh bien, il faut déjà en terminer avec Toretsk et Tchassivyar, qui ne sont pas encore conquis totalement, et une fois que les Russes se seront rapprochés de Konstantinivka, eh bien, il faut voir que c'est un gros morceau qui est bien plus épais et bien mieux fortifié que Pokrovsk. Et donc, s'ils n'arrivent pas à prendre Pokrovsk, ils auront toutes les difficultés du monde à prendre Konstantinivka et tout le reste. Et donc, à suivre, sachant qu'il faut s'attendre à ce que la pression militaire soit maintenue au maximum dans le cours des pourparlers, négociations, signatures de cessez-le-feu, puisqu'elle fait partie des méthodes de négociation soviétiques et russes, c'est-à-dire maintenir une pression maximale pendant les pourparlers. Et ça, on le voit dans les bombardements quotidiens qui visent des villes ukrainiennes. Kiev est touché toutes les nuits depuis ces 2 dernières semaines. Les Ukrainiens, ils ne sont pas en reste. On a vu ces derniers temps encore des frappes massives contre des raffineries, ou encore hier soir contre des installations portuaires dans le sud de la Russie. Et ces duels aériens, ils ne vont pas s'arrêter de sitôt. Mais cette pression militaire, on la voit aussi dans l'oblast de Koursk. Et il s'approche désormais dangereusement de la seule route qui permet le ravitaillement entre le territoire ukrainien et le territoire russe tenu par les Ukrainiens. Ils n'en sont plus qu'à environ 8 km et la route est déjà à portée des drones russes. Et donc ils pourraient très bien couper cet axe de ravitaillement et récupérer l'ensemble du territoire occupé par les Ukrainiens. Et ça, si les Russes arrivent à reprendre l'ensemble de leur territoire avant la conclusion d'un cessez-le-feu, eh bien toute cette opération à Koursk n'aura servi à rien. Mais bon, on n'y est pas encore et tout va dépendre de l'évolution du front diplomatique qui, comme je l'ai dit, est très mouvant. En tous les cas, il est toujours important de rappeler ces évolutions sur le front et de rappeler que si la Russie est à l'initiative depuis déjà plus d'1 an, l'Ukraine est encore loin de s'écrouler militairement. Et une des grandes inquiétudes ici à Kiev, c'est que Donald Trump serait en passe de donner à Vladimir Poutine une victoire sur l'Ukraine que la Russie n'a pas réussi à obtenir sur le champ de bataille en plus de 3 ans d'invasion généralisée. Merci d'avoir suivi cette vidéo jusqu'au bout, je file et je vous retrouve très vite.